Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de votre invitation. Je vous permettrai de commencer relativement à ce qui a été dit par M. Par une petite mise au point, parce qu'il paraît que ça fait, semble-t-il, ça fait polémique ou ça pose certaines difficultés que je viens de m'exprimer ce soir devant vous. Moi, ma philosophie, c'est que je parle où l'on m'invite. Voilà. J'étais honoré de cette invitation. Cela n'implique naturellement pas une adhésion à l'ensemble de la doctrine, des actions de ceux qui m'invitent ou de ceux qui les dirigent. Mais ma philosophie, c'est que si l'on ne parle qu'avec des gens qui sont totalement en phase avec vous, eh bien, forcément, ça restreint quand même un petit peu la richesse des échanges. Et à l'heure où l'on nous bassine beaucoup avec ce que l'on appelle les valeurs républicaines sans toutefois les définir, moi je retire de mon expérience politique une chose, ce qu'il y a de plus valable dans le parlementarisme pourtant tellement décrié et quelquefois à juste titre. Parce que normalement un parlement c'est un endroit où l'on parle et où on parle bien sûr avec ses amis, mais on parle aussi avec ses concurrents et on parle même avec ses adversaires. Voilà. Moi, c'est un petit peu ma philosophie. Par conséquent, il est clair, chacun sait, je suis membre du Front National, mais je ne viens pas ici en tant que représentant du Front National, c'est évident, et je ne viens pas non plus adhérer à Égalité Réconciliation. J'ai quelques éléments de désaccord, mais qui ne sont pas l'objet de la réunion ici. En revanche, il y a des éléments que je trouve très intéressants dans la démarche d'égalité-réconciliation, notamment la démarche consistant à associer des jeunes gens issus de ce que l'on appelle l'immigration, qui ont montré, contrairement à certains autres, leur amour de la France et leur volonté de s'associer au destin commun de leurs compatriotes. Là, je trouve que c'est un élément extrêmement intéressant. J'ai entendu sur France Inter ce matin, à propos de ma venue ici, que j'étais une vieille branche, mais qu'il y avait de jeunes bourgeons. J'observe que dans cette assemblée, il y a beaucoup de jeunes bourgeons. Attention au gel, hein. Je crois. Et par conséquent, ceci étant posé, j'aborde directement le sujet qui m'est imparti, comme il a été dit. J'en avais proposé plusieurs. C'est pas moi qui ai choisi celui-là. J'en ai proposé plusieurs dans les limites étroites de mes domaines de compétences. Tout de même, ce sujet qui concerne l'Orient et l'Occident, les relations, les différences entre l'Orient et l'Occident. L'Orient, c'est une notion extraordinairement vaste, évidemment, et tout à fait relative. C'est ce qui se trouve à l'Est. À l'Est de quoi? On ne peut pas dire à l'Est du monde, puisque la Terre est ronde. À l'Est de nous, Européens, d'Europe occidentale. Je crois que le Quai d'Orsay considère que le cadre Orient, c'est-à-dire celui qui a conservé un concours de recrutement particulier, ça commençait pratiquement à l'Oder. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois franchi la limite entre l'Allemagne et la Pologne, on entrait dans l'Orient. Et si l'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'Europe n'est jamais qu'une petite péninsule à l'extrémité du continent asiatique. Alors cette carte est un peu petite pour qu'on s'en rende compte. Enfin voilà l'Europe. Voilà l'Europe. Voilà. Et voilà l'Asie. Ça se passe de tout commentaire. Et cependant, l'Europe est le siège d'un foyer de civilisation absolument extraordinaire et incomparable par sa richesse et par sa diversité. Les Européens ont donc considéré que ce qu'il y avait à l'Est était le Levant. Voilà. On parlait même autrefois, pour désigner le Proche-Orient, des échelles du Levant et de barbarie. D'ailleurs, la barbarie n'était pas forcément un terme péjoratif, et échelle signifiait escale. Voilà, parce que sur les quais, il y a des escaliers pour décharger la marchandise. Ces rapports entre l'Est et l'Ouest recouvrent naturellement des sphères culturelles très différentes. Et s'il y a une certaine parenté de civilisation entre les nations d'Europe, en dépit de leurs différences considérables, la Suède n'est pas le Portugal, l'Espagne n'est pas la Hollande,
mais il y a quand même une sphère culturelle commune, il y a des influences, il y a un patrimoine, il y a des courants artistiques, philosophiques, intellectuels, le christianisme, ou des courants artistiques, par exemple comme l'art baroque, ou musicaux, ou autres, qui forment tout un tissu qui unissent quand même entre eux, jusqu'à un certain point qui ne doit pas faire obstacle à leur indépendance réciproque, les peuples d'Europe. En revanche, en Asie, on peut dire qu'il y a plusieurs sphères culturelles très différentes. En ce qui concerne les rapports entre l'Est et l'Ouest, on cite souvent une phrase de Rudyard Kipling. Je suis un très mauvais angliciste, bien qu'ayant été doyen d'une faculté où l'on enseignait 27 langues étrangères à près de 3000 étudiants. Une phrase de Rudyard Kipling, qui est très connu de ceux qui ont fait un peu de scoutisme, parce qu'il est l'auteur du livre de la jungle et des aventures de Mowgli, qui sont le fond commun des louveteaux. Bon. Et Kipling est un grand auteur, en réalité, et aussi un poète, et qui a écrit une phrase qui est assez célèbre quand on évoque les relations entre l'Orient et l'Occident, qui est East is East and West is West, and the twain shall never meet. Autrement dit, l'Est est l'Est, et l'Ouest est l'Ouest, et les deux ne se rencontreront jamais. Voilà, je cite ça en exergue pour vous dire ensuite quelle sera ma conclusion un peu plus tard. De Gaulle raconte dans ses mémoires quand pendant la guerre il s'est dirigé vers le Liban et la Syrie, je partais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Bon. Autrement dit, il y a cette idée qui n'est pas fausse, que l'Orient est complexe. Et dans cet Orient, je distinguerai plusieurs sphères culturelles, tout d'abord, parce qu'il faut savoir évidemment de quoi on parle. Il y a évidemment le Proche et le Moyen-Orient, principalement arabes. Encore qu'il faut évidemment, il faut faire des distinctions que vous faites, que vous connaissez, mais que ne connaissent pas tous nos compatriotes. Parce qu'il y a qui confondent souvent arabisme et islam. Ce sont deux notions proches, évidemment. L'islam était une religion qui est née en Arabie et dont le livre sacré, le Coran, est écrit en arabe et par conséquent qui est souvent étudié dans la langue d'origine en arabe, même par des peuples qui ne sont pas arabes. Mais les deux ensembles, comme l'on dit en mathématiques, ne se recouvrent pas exactement. Il y a comme vous le savez, des Arabes qui ne sont pas musulmans. Ce sont par exemple les chrétiens d'Orient, aujourd'hui très menacés par les tristes événements que nous connaissons. Et puis il y a des musulmans non arabes et qui ont joué dans le rôle musulman, quelquefois dans le monde musulman, un rôle tout à fait considérable. Je pense aux Turcs qui ont assumé pendant des siècles la direction du monde musulman, puisque le sultan était ottoman, donc un Turc, et les Turcs, c'est un peuple asiatique, c'est un peuple altaïque, pour être précis, ou ouralo-altaïque, qui n'est pas un peuple arabe. Je pense aux Afghans, qui sont pour partie indo-européens, en tout cas les Pashtuns. Je pense aux Iraniens, qui sont des indo-européens et qui sont pourtant bien musulmans. Je pense au monde indien et pakistanais, même s'il y a eu des influences arabes, et le Pakistan est un État musulman, il s'est défini comme tel, mais il n'est pas un État arabe. Inversement, où il y a, il faut encore citer plus exactement, dans les pays musulmans non arabes, l'immense Indonésie, qui appartient sur le plan, je dirais, ethnico-linguistique au groupe malayo-polynésien. L'Indonésie, c'est le plus important État musulman du monde, je crois, et c'est un archipel, comme vous le savez, qui figure ici sur cette carte. Voilà, mais si vous mettez la pointe ouest de l'Indonésie, si vous prenez une carte de l'Indonésie, si vous la superposez à une carte de même échelle de l'Europe, vous mettrez la pointe ouest de l'Indonésie, mettons Sumatra, sur Lisbonne, la pointe est va se trouver à Moscou. Hein, c'est donc dire que c'est un archipel de dimension considérable et aussi très important par sa population. Alors, le monde que j'appellerais pour le moment arabo-musulman, faute de mieux,
après avoir précisé qu'il n'était pas toujours arabe et pas toujours musulman, mais je n'ai pas de meilleure définition pour l'instant. Il est, vous le savez, déstabilisé par plusieurs causes. La première des causes me paraît être que les difficultés d'accès à la modernisation qui résultent d'une interprétation littérale du Coran et du droit traditionnel. Il faut savoir que pour la plupart des musulmans, pas tous d'ailleurs, mais le Coran est un livre incréé qui est littéralement la parole divine, ce que ne sont pas les évangiles, par exemple pour les chrétiens. Les évangiles, pour les chrétiens, sont des livres inspirés qui font partie de la révélation, mais ils ne sont pas directement dictés par Dieu ou par l'archange Gabriel, en l'occurrence, s'agissant de l'islam. Et le problème, c'est que le Coran n'est pas seulement un livre de spiritualité, mais c'est aussi un recueil de préceptes, y compris de préceptes juridiques, ce qui fait que le droit musulman a pour principale source le Coran, pour source seconde les hadiths, c'est-à-dire les faits et gestes de celui que les musulmans révèrent comme leur prophète, Mahomet, pour troisième source l'accord unanime des oulémas en se fondant précisément sur un hadith du prophète qui déclare que sa communauté ne s'accordera jamais sur une erreur, et enfin, par conséquent, l'interprétation de la communauté, en réalité des docteurs de la loi, des savants, des oulémas, ce qu'on appelle l'ijma, sauf que, l'ijtihad. L'ijma, c'est le consentement de la communauté, l'ijtihad, l'interprétation, sauf que les portes de l'ijtihad sont fermées, pratiquement, on se méfie beaucoup dans les grande partie du monde musulman de tout ce qui peut y avoir comme interprétation postérieure pratiquement au XIe siècle. Alors ce qui a donné évidemment un caractère figé à la législation et par conséquent une difficulté d'accès à la modernité. Bon, évidemment, quand vous avez il y a un certain nombre de préceptes qui interfèrent directement et on voit quelquefois l'embarras de gouvernements dits modérés qui voudraient légiférer dans un sens qui leur paraît plus conforme à la justice ou à l'équité, mais qui sont gênés quelquefois, c'est moins qu'on puisse dire, par cette interprétation littérale. D'autres, comme l'Arabie Saoudite, appliquant littéral ou s'efforçant d'appliquer littéralement la charia, le droit coranique, et ce qui donne les disparités considérables que l'on rencontre dans le monde musulman. Un deuxième facteur de crise dans ce monde arabo-musulman, c'est la destruction par l'Occident de la seule force qui pouvait s'opposer, enfin de celle qui pouvait s'opposer le mieux à l'islamisme radical, c'est le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe était relativement laïque. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ce sujet-là. Mais enfin, ce laïcisme avait donné lieu, comme vous le savez, en Irak et en Syrie, à un parti, d'ailleurs, dont les branches sont entrées en rivalité, mais il serait trop long de s'expliquer là-dessus, le parti Baas, qui était un parti laïque, mais qui était un nationalisme arabe. Alors le nationalisme arabe a rencontré l'hostilité du monde occidental, une hostilité assez compréhensible. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, il y avait le colonel Nasser. Alors là, c'est pas en Orient à proprement parler, c'est en Égypte, donc l'Égypte c'est en Afrique. Bon, le colonel Nasser qui nationalisait le canal de Suez, c'était évidemment assez contraire aux intérêts des Français, des Britanniques, et en plus il encourageait le FLN algérien au moment de la guerre d'Algérie. Il était donc considéré comme un ennemi de la France. Par la suite, un certain nombre de ces régimes, en des temps de guerre froide, trouvaient plutôt commode d'être alliés de l'Union soviétique et par conséquent apparaissaient comme les ennemis du monde dit libre. Bon. Mais il n'en reste pas moins que ce nationalisme arabe était relativement protecteur des chrétiens, que le statut de la femme y était beaucoup plus favorable que là où est appliquée une interprétation absolument littérale. Et certes, ces régimes étaient autoritaires, ils étaient même dictatoriaux. C'était des dictatures qui étaient le fait de minorités.
En Irak, les sunnites sont une minorité par rapport aux chiites. Je reviendrai sur cette différence dans un instant. Mais cette minorité avait besoin de s'appuyer sur d'autres minorités et par conséquent de se montrer relativement tolérante envers les chrétiens. En Syrie, c'est pareil. Le pouvoir était principalement aux mains de la communauté alaouite. Nous verrons ce que sont les alaouites d'un mot, parce que tout ça nous entraînerait évidemment très loin. Les alaouites étant tout à fait minoritaires, avaient aussi intérêt à aménager bien sûr les chrétiens. Ce nationalisme arabe, qui était une force qui pouvait faire contrepoids, qui pouvait ouvrir ces pays sur la modernité, qui avait commencé d'ailleurs assez largement à le faire, je pense en particulier en Irak, a été détruit par l'Occident. Et pas seulement à cause de la fameuse invasion du Koweït, puisque la deuxième guerre d'Irak, comme on le sait, n'avait aucune espèce de justification. Et nous en recueillons aujourd'hui les fruits amers. Quand on parle de l'État islamique ou de l'organisation dite État islamique et des abominations auxquelles elle se livre, il ne faut pas oublier quand même que nous avons, par la création d'un vide politique et en accumulant contre le monde occidental par les effets du blocus, par les effets d'une guerre injuste, des rancœurs et des haines dont nous n'avons pas idée, dont nous commençons à avoir une idée par quelques attentats sur notre territoire, eh bien, nous avons évidemment, pas vous, pas moi, mais certainement M. Bush et quelques autres ont contribué à créer ce désastre dans cette région. Un troisième facteur de crise à l'intérieur de ce monde musulman, c'est l'opposition entre sunnites et chiites. Alors vous savez tous ce que c'est que les chiites, enfin je voudrais quand même le rappeler, c'est la branche minoritaire de l'islam, mais très majoritaire par exemple en Iran, qui désigne, ça vient de Shia, c'est-à-dire les partisans, Shia Ali, les partisans d'Ali, cousin et gendre de Mahomet, dans lesquels ces partisans voyaient celui qui devait exercer la fonction de calife, et qui avait été d'ailleurs très jeune intronisé en quelque sorte par son beau-père. Je passerai sur les détails d'une histoire extraordinairement complexe et des batailles entre les partisans d'Ali et ceux qui estiment qu'à partir de Mahomet, la révélation étant close, c'est à la communauté de se choisir relativement librement ceux qui vont être à la fois ses guides politiques et spirituels, c'est-à-dire les califes, dans une civilisation qui ne connaît pas la différence entre le spirituel et le temporel. Et par conséquent des guerres, des batailles, notamment la fameuse bataille de Kerbala, où l'imam et successeur d'Ali, Al-Hussein, sera tué. Il se produira en 874, je dirais, au cours d'une bataille également, une disparition par conséquent de ce 12e imam. Que l'on peut comparer d'ailleurs à d'autres phénomènes, par exemple au Portugal, le roi Sébastien a disparu au cours d'une croisade comme ça, et alors ça a donné naissance à ce qu'on a appelé le sébastianisme, c'est-à-dire toute une mentalité portugaise de nostalgie et qui attendait le retour de ce roi. Vous connaissez aussi tous le même phénomène, c'est pour Frédéric de Hohenstaufen, Barberousse, qui est également disparu tragiquement et dont on attendait en Occident, enfin certains du moins, attendaient le retour. Bon, ce survivantisme se rencontre dans différentes civilisations, mais plus particulièrement dans le chiisme, pas dans toutes les branches du chiisme, mais dans la branche dominante qui est la religion officielle en Iran, qui s'appelle le chiisme duodécimain. Pourquoi ? Parce que c'est un chiisme qui se réfère au 12e imam, qui est l'imam caché, qui est l'imam occulté, dont on attend le retour. C'est une certaine forme de messianisme.
en quelque sorte. Et cette notion de l'imam caché a presque autant d'importance que la révélation de Mahomet elle-même. Alors, comme vous le savez, il y a une rivalité terrible qui se déroule sous nos yeux et qui se superpose à d'autres occasions de conflits nationaux entre chiites et sunnites. Et c'est tout à fait paradoxal parce que c'est extraordinaire de penser que les Iraniens qui ne sont pas arabes sont ceux qui sont restés attachés à la notion, je dirais presque dynastique de succession dans l'islam, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les califes, en l'occurrence plutôt les imams, mais peu importe, doivent être pris absolument dans la famille de Mahomet, alors que les sunnites, eux, d'une certaine façon, ont accepté, y compris des califes comme les Ottomans, les sultans ottomans, qui n'étaient même pas arabes. Alors, l'intérêt quand même alors, une des variantes du chiisme, ce qui explique l'alliance qui existe entre eux, ce sont les alaouites. C'est une autre branche du chiisme, mais qui a de commun avec le chiisme duodécimain, religion officielle en Iran, qu'il se rattache également à Ali. Bon. Et c'est la raison pour laquelle les Iraniens soutiennent le régime syrien. Et on voit se dessiner une espèce d'arc chiite qui va même depuis l'Asie centrale, qui englobe la totalité de l'Iran, qui englobe l'Irak. Alors en Irak, ce sont des Arabes, mais la majorité des Irakiens est chiite, se considérant comme brimés sous Saddam Hussein, ils ont pris leur revanche depuis, ce qui a précipité les sunnites dans les bras de l'organisation État islamique, etc., et du radicalisme islamique. Je ne sais pas si je suis très clair. Et ça continue après l'Irak jusqu'à la Syrie alaouite et au Liban, puisque l'une des principales milices libanaises, le Hezbollah, est elle-même chiite. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses intéressantes, positives pour les Occidentaux, si j'ose dire, dans le chiisme, c'est qu'il y a, dans le chiisme, contrairement au sunnisme, il y a un clergé. Il y a un clergé. Vous savez, ces fameux ayatollahs, etc. Et donc, il y a une organisation structurée. Il y a une organisation structurée et par conséquent, il y a des interlocuteurs. D'abord, il y a une doctrine. Il y a une doctrine. La situation, par exemple, des femmes en Iran est très supérieure à ce qu'elle est en Arabie Saoudite. Il y a un clergé qui est chargé, qui a autorité pour interpréter les textes, pour dire, également pour contrôler le pouvoir politique, parce que ce n'est pas M. Rouhani, l'actuel président iranien, qui est la personnalité politique la plus importante. C'est le guide suprême, qui est l'autorité religieuse, qui pourrait à tout moment mettre son veto aux décisions du président. Bon. Mais donc, il y a une autorité religieuse, il y a une structure, il y a une doctrine, et par conséquent, il y a des interlocuteurs. Et je fais partie de ceux qui ont toujours pensé qu'un jour, le monde occidental, en dépit de toute la politique de sanctions contre l'Iran en raison de son programme nucléaire, etc., sanctions qui sont en passe maintenant d'être levées, trouverait un moyen, contraint et forcé, de dialoguer avec l'Iran, précisément parce qu'il y a des interlocuteurs. Alors que quand on prétend, comme hier au Parlement européen, qu'on va par des élections libres, suite aux discussions de Genève, réunir toutes les parties en conflit en Syrie, et puis que tout le monde va décider qu'on va faire la paix, embrassons-nous Folleville, et déposons les armes, parce qu'il y a des élections libres qui vont dégager une majorité et que le parlementarisme libéral va régler tout ça, c'est évidemment une vaste plaisanterie, puisque un certain nombre de belligérants, à commencer par ceux de l'organisation dite État islamique, n'accepteront jamais de déposer les armes et ne céderont pas, évidemment, à ce qu'ils considèrent, eux, comme une hérésie, à savoir la démocratie libérale telle qu'on peut la concevoir à Strasbourg ou à Bruxelles.
Je précise que l'Iran a eu, comme la Turquie d'ailleurs, des relations extrêmement anciennes avec la France, et anciennes et récentes, avant la révolution iranienne qui a déposé le Shah et qui a vu l'avènement de la République islamique. La France avait des intérêts très importants, et à mon avis, elle doit les reconquérir. Mais bien avant cela, je vous rappelle les ambassades auprès du roi de France, les ambassades persanes, puisque ça s'appelait la Perse à l'époque, et qui ont suscité un très grand intérêt en Europe, et notamment le fameux livre de Montesquieu, Les lettres persanes, qui comprend notamment où un persan raconte ce qu'il voit en Occident, est censé raconter ce qu'il voit en Occident à ses compatriotes, et où il dit les Français m'interrogent, comment peut-on être persan? Voilà, ben oui, on peut être persan, bien sûr. Il y a, en dehors de ce foyer arabe et musulman qui inclut des pays non arabes comme l'Iran, il y a d'autres foyers de civilisation. Il y a bien sûr, j'ai fait un croquis très approximatif. Ici, si on va plus à l'est, il y a le monde indien. Alors, le monde indien, qui a subi en particulier, d'ailleurs, avec les conquêtes mongoles, l'influence musulmane, ce qui a donné, par la suite, d'ailleurs, des États qui ethniquement sont indiens, si vous voulez, c'est le Pakistan, oui, c'est ça, le Pakistan, ici, et le Bangladesh, qui est une partie du Bengale, ici, qui autrefois ne formait d'ailleurs qu'un seul État, et qui, à la suite d'une guerre avec l'Inde, se sont dissociés. Alors, ce monde indien, c'est une autre forme de civilisation, également très ancienne. Il est partagé principalement entre deux groupes d'ethnies. Au nord, des Indo-Européens, qui ont une quantité de variantes, si j'ose dire. Il y a la langue principale indo-européenne actuelle de l'Inde, c'est le hindi, mais vous avez le marathe, le punjabi et beaucoup d'autres, les langues du Rajasthan, etc. Et puis au sud, les langues dravidiennes, qui sont totalement différentes et qui sont parlées par des populations qui sont, par exemple, qui ont un type physique différent, qui ont des traits assez fins, mais qui sont de peau beaucoup plus foncée, mais qui n'en ont pas moins une civilisation très ancienne. Je pense au tamoul, par exemple, mais le kannada, telugu, malayalam, etc. Vous savez, le telugu, ça ne dit pas grand-chose. Il y a pratiquement 100 millions de personnes qui parlent de telugu. Enfin, je ne sais pas quel est le nombre actuel, mais c'est de cet ordre-là. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle les langues dravidiennes. L'Inde, traditionnellement, est influencée, quand elle n'est pas islamisée, par évidemment sa religion traditionnelle, qui est une religion polythéiste, qui n'est pas sans présenter des parentés avec les religions gréco-romaines, ainsi qu'on l'a découvert au XIXe siècle, de la même façon que le sanskrit est une langue indo-européenne. Par exemple, la partie centrale de l'Inde, ici, ça s'appelle le Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, ça veut dire quoi? Madhya, média, le milieu, et Pradesh, le plateau. Vous voyez déjà la consonance. Bon, qui nous rappelle les langues européennes. Les écritures de cette zone sont dérivées du sanskrit et du pali. Je rappelle que c'est en Inde qu'est né le bouddhisme, qui en a pratiquement disparu. Le bouddhisme n'est pas une religion de la Chine jaune, pour faire simple. C'est pas une religion qui est née en Chine. Et le bouddhisme, c'est une religion qui est née dans l'Inde du Nord et qui est due à un prince indien aux confins de l'Inde et du Népal, Siddhartha Gautama, qui d'ailleurs au départ ne se proposait pas véritablement une religion, mais se proposait de remédier à la souffrance, selon lui créée par le désir qui engendre l'illusion de l'existence individuelle. Bon. Et le bouddhisme s'est répandu dans toute l'Inde, ça a été une espèce de réaction également contre le système traditionnel des castes, mais il en a été chassé ensuite par une réaction hindouiste.
Et assez curieusement, le seul endroit où le bouddhisme a survécu, c'est dans l'île de Ceylan. C'est dans l'île de Ceylan où existe une très importante minorité tamoule qui, elle, est hindouiste. D'où la guerre civile terrible que vous avez eue jusqu'à ces derniers temps à Ceylan. J'évoquais tout à l'heure le monde malayo-polynésien ici, que l'on néglige beaucoup et qui est extrêmement important. La Malaisie, la péninsule malaise, qui est une fédération de sultanats, est habitée également par une très forte minorité chinoise, pratiquement 40% de la population. Une minorité qui est devenue majorité dans l'île de Singapour, laquelle est un État indépendant, mais où le malais reste langue officielle, bien qu'il ne soit plus parlé que par, je ne sais pas, 15 ou 20% de la population de Singapour. Et puis l'immense Indonésie. Voilà, si j'avais voulu aller jusqu'au bout de l'Indonésie, il lui fallu que écrire jusqu'ici pratiquement. Alors, ce sont plusieurs centaines de millions d'habitants. Ethniquement parlant, c'est un groupe malayo-polynésien. C'est une langue qui n'a rien à voir avec les langues indo-européennes, bien que l'ordre des mots soit assez comparable au nôtre, bon, et que ça s'écrive aujourd'hui en caractère latin, ce qui est quand même assez facile quand on vient du chinois, du japonais ou d'autres choses, très influencé par l'islam, même s'il y subsiste assez curieusement. C'est un monde qui a été conquis aussi par le bouddhisme, ce qui fait que l'un des plus importants temples bouddhistes du monde se trouve à Java, sur le site de Borobudur. Mais le bouddhisme, là encore, en a complètement disparu. Comme en Inde, une réaction hindouiste s'est manifestée et l'ensemble de l'archipel était pratiquement hindouiste, était bouddhiste au XIIe siècle de notre ère, XIe, XIIe siècle de notre ère, hindouiste ensuite, et à partir du XVe siècle, c'est islamisé. Ça n'a pas été un islam belliqueux, c'est essentiellement par les navigateurs, les commerçants malais qui ont répandu non seulement leurs négoces, mais cette influence religieuse dans tout l'archipel, ce qui fait que le malais est devenu la langue véhiculaire des Indonésiens, parce qu'il y a des langues particulières qui appartiennent toutes au même groupe, qui ont autant de parenté que le français, l'italien, l'espagnol entre eux, mais qui sont quand même différentes, qui sont quelquefois plus complexes. Par exemple, il y a le javanais, qui est parlé par 60 ou 70 millions de personnes, je dirais ça à la louche, mais la langue officielle, c'est l'indonésien. J'avais un ami indonésien, fils de diplomate, fils d'ambassadeur, quand j'étais étudiant à Sciences Po, qui s'appelait Bambang. Il me disait, je parle en javanais avec mes frères et sœurs, mais je ne connais pas le degré poli du javanais. Donc quand je parle à mes parents, je leur parle en indonésien. Vous voyez la complexité quelquefois de ces civilisations, parce qu'ils ne pouvaient pas parler à ses parents le javanais familier qu'ils parlaient à ses frères et sœurs, alors ils leur parlaient dans la langue, ce qui est la langue officielle du pays, l'indonésien. Un islam modéré relativement, mais qui a tendance aujourd'hui à se durcir et qui n'est pas exempt évidemment des débordements qu'on connaît ailleurs, comme le prouvent d'ailleurs les récents attentats dans ce pays. Alors là, assez curieusement, vous avez une survivance qu'il faudrait situer à peu près ici, qui ressemble un petit peu à Ceylan. Ceylan est un îlot bouddhiste dans un monde hindouisé. Bali est un îlot hindouiste dans un monde majoritairement islamisé. D'ailleurs pour ça aussi souvent il y a eu des attentats à Bali parce que les musulmans radicaux considèrent l'hindouisme comme une religion païenne, etc. Et puis alors nous abordons ensuite l'immense monde, je dirais, d'influence sino-confucéenne. Je vais vous expliquer pourquoi. L'influence l'influence de la Chine, qui est ici, par conséquent, que j'ai fait en bleu, et qui s'est exercée sur d'autres pays, comme la Corée, comme le Japon, comme l'Annam, c'est-à-dire le Vietnam, à un moindre degré sur la Thaïlande, et évidemment aussi vers le nord. Et
il y a un certain nombre de caractéristiques communes entre ces différentes nations, en tout cas de caractéristiques civilisationnelles plus que de caractéristiques ethniques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, par exemple, les Japonais et les Coréens, qui ont entre eux une parenté indiscutable, parlent des langues dont la structure n'a rigoureusement rien à voir avec celle du chinois. Rien à voir. On ne peut pas trouver deux systèmes plus opposés. Alors il y a eu des emprunts faits aux Chinois dans les mots composés, comme de la même façon que nous disons un anthropologue en ayant fait un emprunt au grec, hein, ou un géographe. Bon, tout ça sont des emprunts grecs, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une parenté de structure entre le français et le grec. Ce sont des emprunts savants qui ont été faits sous la Renaissance, etc. Bon, eh bien, la Chine, je vais le dire d'un mot, les Chinois parlent une langue monosyllabique, c'est-à-dire que les mots n'ont jamais plus d'une syllabe, les concepts, les idées sont représentés par une seule syllabe. Alors, c'est un peu compliqué parce que nous parlons une langue à flexion, c'est-à-dire que nous avons des mots de plusieurs syllabes et même des mots qui changent selon le genre, masculin, féminin, neutre dans certaines langues, selon le nombre, singulier, pluriel, duel dans certaines langues indo-européennes, selon le temps, les conjugaisons, selon la personne, des conjugaisons des verbes. Bon, le présent, l'imparfait, les modes, le subjonctif, etc. Nous avons généralement la fin des mots qui varient. Bon, en chinois, vous n'avez pas cela. Et vous avez des syllabes qui sont quelquefois extraordinairement complexes, mais enfin, le nombre de syllabes dans une langue est forcément limité pour traduire toutes les idées. Et c'est la raison pour laquelle les langues monosyllabiques sont généralement des langues à ton. C'est-à-dire que pour varier le répertoire phonétique permettant de traduire toutes les idées, comme on ne peut pas avoir plusieurs syllabes dans un seul mot, eh bien, on prononce à un ton déterminé. Par exemple, sur la syllabe ma, le ton qui monte, ma, le ton qui descend, ma, le ton qui neutre, ma, le ton qui monte et qui descend, si je veux dire ma. Et ça veut dire, dans un cas, l'espace, dans un autre cas, le cheval, dans un autre cas, la particule interrogative. Je ne suis pas cynisant. Un concept. Nous n'avons pas ce problème. Nous pouvons dire un chat, un pot et un chapeau. Ça fait une idée tout à fait différente, évidemment, des deux premiers. Mais ça, cette construction-là est impossible en chinois. Et les Chinois joignent à cela, civilisation très ancienne, un système d'écriture qui est un système, comme vous le savez, idéographique. C'est-à-dire que chaque idée est représentée par un caractère, un idéogramme, qui renvoie non pas à la prononciation, mais qui renvoie au sens. Bon. Ce système est un système évidemment complexe, je dirais pas tant que ça. Le principe est assez simple à en retenir, mais évidemment il exige une assez grande discipline. Et cette écriture s'est répandue par influence culturelle à des peuples qui n'en avaient pas jusque-là, et qui, parlant une langue totalement différente du chinois, mais totalement différente, se sont trouvés exactement dans la même situation que qui aurait été celle des Français s'ils avaient été voisins de la Chine, s'ils n'avaient pas eu de système d'écriture, eh bien on aurait écrit le français avec l'écriture chinoise. Sauf que le caractère femme, qui doit se dire quelque chose comme Zhou, quelque chose comme ça en chinois, onna en japonais, se lirait Frau en allemand, woman en anglais, mujer en espagnol, etc. Et ce serait toujours le même caractère femme. C'est la raison pour laquelle l'écrivain, philosophe et savant contemporain de Descartes, Leibniz, un des plus grands génies de son temps, proposait que l'on adoptât le chinois comme écriture universelle, d'une certaine façon. Et c'est effectivement concevable. En soi, ce n'est pas plus idiot d'écrire le japonais avec les caractères chinois, comme le font les Japonais, que ce ne le serait d'écrire le français avec les caractères chinois. Et si nous le faisions, nous rencontrerions exactement les mêmes problèmes que ceux qu'ont rencontrés les Japonais. C'est-à-dire, tout ça c'est bien joli, mais comment traduire la fin de nos verbes?
comment traduire toutes ces particules grammaticales qui existent dans notre langue, qui n'existent pas en chinois. Ce qui fait que aussi bien les Coréens que les Japonais ont dû, en plus des idéogrammes chinois, inventer des systèmes phonétiques, et quelquefois ils mélangent ça, ils mélangent ce système phonétique, ce système syllabique, aux idéogrammes d'origine chinoise. Alors, ça forme quand même l'esprit, tout ça. Et je vous ai apporté des manuels d'école primaire que vous pouvez faire circuler, où vous verrez que les élèves sont invités à tracer chaque trait dans un certain ordre et dans un certain sens. Il y a le trait, il se trace de gauche à droite ou de haut en bas, et non pas de droite à gauche ou de bas en haut. Bon. Et puis, il faut les tracer dans un ordre donné pour parvenir à la bonne écriture. Voilà, par exemple, 2 petits manuels, si vous voulez bien les faire circuler. Et alors, tout ceci débouche sur d'autres... par exemple, voilà, ça c'est déjà pour les étudiants de lycée, c'est un livre sur l'histoire du Japon pour les étudiants de lycée. Ben, il est évident que quand on s'est astreint à cette discipline intellectuelle, eh bien, on a acquis un certain nombre d'habitudes de travail, de rigueur, parce que, plus encore qu'avec l'orthographe du français, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Un autre élément qui caractérise ces peuples, c'est l'influence du confucianisme. Le confucianisme, c'est une philosophie qui est à peu près contemporaine du bouddhisme, et qui, elle, est typiquement chinoise, et qui est très importante. Et très importante, à quoi vise le confucianisme? Confucius était plutôt agnostique. Il n'était pas athée, il était agnostique. À ses disciples qui voulaient lui parler de Dieu, il disait, écoutez, vous ne connaissez déjà pas les choses de ce monde-ci, alors je ne vais pas vous parler de l'au-delà. Les Chinois, traditionnellement, considèrent qu'il y a des forces cosmiques, des forces supérieures, ils appellent ça le ciel, les forces du ciel. Voilà. Et le but du confucianisme, c'est de faire régner l'harmonie. L'harmonie entre les forces du ciel et l'ordre terrestre. L'harmonie, les Grecs diraient, entre le nomos et le physis. L'harmonie à l'intérieur de la famille. L'harmonie à l'intérieur de la nation. L'harmonie dans la nature. Confucius est un des premiers écolos. Il considère qu'il y a une relation directe entre les actes de l'homme, de l'être humain, et les conséquences sur le milieu, sauf que ça s'apparente un petit peu à des conceptions magiques. Mais par exemple, il y a entre les forces du ciel et de la terre, les forces cosmiques, on pourrait symboliser ça par un cône, voilà. Ici, voilà, les forces du ciel, et ici, la terre. Et entre les deux, il y a un point de passage. C'est le Fils du ciel, c'est-à-dire l'empereur. L'empereur, dont le rôle, notamment par l'accomplissement correct des rites, est de favoriser l'harmonie entre les forces du ciel et de la terre. Avec une conséquence redoutable, par exemple, c'est que si l'empereur est avare, il va y avoir des sécheresses. Si l'empereur est prodigue, s'il dépense excessivement, il va y avoir des inondations. Et comme ça, toutes sortes de corrélations. Et vous comprenez bien que c'est à la fois, évidemment, je dirais, un pouvoir de droit divin. L'empereur a reçu du ciel le mandat de gouverner la société humaine. Mais s'il y arrive des désordres dans cette société humaine, c'est peut-être que l'empereur n'a pas tenu son rôle. Et cela va peut-être légitimer un certain nombre d'usurpations. Les Chinois ont de la Chine une vision sinocentrique, c'est-à-dire, pour eux, la Chine est le centre du monde. D'ailleurs, le mot Chine n'existe pas en chinois. La Chine, c'est le pays du milieu. Voilà. Du milieu, du centre. Du milieu du centre de quoi? Du milieu du centre du monde. Et pour les Chinois, dans la conception traditionnelle,
en quelque sorte, il y a ici un certain nombre de cercles concentriques. Le premier cercle, c'est la Chine ethnique, celle peuplée de Han, la Chine des 18 provinces, si vous voulez. Puis autour, ce sont les provinces extérieures, qui sont peuplées de minorités ethniques, qui parfois ont conquis la Chine et lui ont fourni d'autres dynasties. Je pense à la Mongolie, à la Mandchourie, au Tibet, et c'est l'un des grands problèmes de la situation, évidemment, du Tibet, puisque les Chinois considèrent le Tibet comme une province extérieure. Et puis, autour, il y a les royaumes vassaux, c'est-à-dire des peuples qui ne sont pas chinois, qui viennent voir l'empereur de Chine et qui viennent lui faire allégeance et lui payer le tribut. Et on va les recevoir très correctement. Il y a une salle qui est prévue pour ça, dans le palais impérial, sur la fameuse place Tiananmen, et on va leur donner un sceau qui va matérialiser qu'ils ont reçu pouvoir, délégation de l'empereur, de gouverner leur peuple, et puis on va leur donner un calendrier qui va manifester la concordance de la computation du temps, donc de la civilisation, et puis voilà, ils vont devenir des royaumes vassaux de la Chine. Alors ça, c'est dans la conception chinoise, par exemple, la Corée, par exemple, l'Annam, qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam. Bon. Par exemple, le Japon. Sauf que avec le Japon, ça ne va pas marcher. Parce que les Japonais, qui, encore au 1er siècle de notre ère, ont une civilisation préhistorique, ils ne connaissent pas l'écriture, ils vivent dans un système de clans, ils ont de très grandes tombes, de très grands tumuli funéraires. Mais on le voit d'ailleurs dans ce livre d'histoire que je fais circuler, si vous voyez au début, la société japonaise jusqu'au 5e et 6e siècle, et puis ils vont faire la connaissance de la civilisation chinoise, qui déjà depuis 10-15 siècles est beaucoup plus développée que la leur. Ils vont apprendre l'écriture, ils vont apprendre le confucianisme, ils vont apprendre le bouddhisme qui vient de l'Inde mais qui a transité par la Chine via la Corée. Ils vont apprendre l'art, l'architecture, ils vont apprendre tout ce qu'ils veulent, ils vont envoyer des ambassades dans la capitale chinoise pour s'instruire, pour s'informer. Et puis une fois qu'ils seront bien instruits et bien informés, ils ont un problème, les Japonais, c'est qu'ils ont une religion polythéiste qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle le Shinto, et que ça ne veut rien dire d'autre que la voie des dieux. Bon, qui ressemble un petit peu par certains côtés à la religion, à l'ancienne religion des druides ou des Romains. On divinise des forces de la nature ou d'anciens héros bon, et tout un cycle de légendes locales, nationales. Et au sommet de tout ça, il y a un empereur qui est théoriquement l'arrière-petit-fils de la déesse du soleil, Amaterasu, Omikami, etc. Bon, qui a unifié un peu tout sous son autorité. Donc on va faire pour cet empereur les premières capitales exactement sur le modèle de la capitale Chang'an, la capitale de la dynastie Tang, c'est-à-dire des villes qui sont des New York du 8e siècle, qui sont des villes en damier avec des plans rectilignes, des villes immenses, et avec un plan rituel, et au nord, le palais impérial, etc. Et au bout d'un certain temps, se disant qu'ils ont un peu tout appris des Chinois, les Japonais ont quand même un peu relevé la tête, et un beau jour, au 9e siècle, l'ambassadeur japonais présente ses lettres de créance à l'empereur de Chine, de la part de son empereur à lui, en quelque sorte, dans lequel la lettre de créance commence par « L'empereur du pays du soleil levant s'adresse à l'empereur du pays du soleil couchant ». Alors les Chinois sont sur le point de s'étrangler d'indignation. Comment ce barbare à peine dégrossi ose-t-il se mettre sur le même plan que nous? Voilà, donc les relations vont singulièrement se refroidir. Quand la Chine va être conquise par les Mongols, et notamment par le successeur de Gengis Khan, Kubilai, au XIIIe siècle, celui-ci va vouloir refaire passer le Japon dans sa vassalité. Il va convoquer une armada de plus de 100 000 hommes, dont Marco Polo, voyageur occidental, verra les préparatifs pour aller conquérir le Japon. Sauf que alors tous les samouraïs, etc., vont faire taire leurs querelles internes et se coaliser pour résister à cette invasion chinoise sur l'île, au sud du Japon.
Et heureusement, il y a un typhon qui se lève et qui va quand même singulièrement aider à repousser l'envahisseur, parce qu'il va détruire en quelque sorte les navires chinois. Ce typhon sera attribué à une intervention divine, on va l'appeler le kamikaze, le vent divin. Et par là, vous avez l'origine du terme qui a servi à désigner les pilotes suicides de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient, en se précipitant sur les navires de guerre américains, être le nouveau vent divin dispersant au loin la flotte des envahisseurs. Le problème, c'est que le Japon va être le premier à se moderniser. Il va être le premier à se moderniser, à renoncer au système féodal, à abolir le système du shogun, qui était le maître de la caste militaire, le plus grand seigneur en quelque sorte, théoriquement nommé par la cour, mais en réalité appartenant à une dynastie indépendante. Le shogun qui avait commencé à ouvrir le pays. Le premier traité franco-japonais, il est de 1858. La présence des Occidentaux, dont on sait par ailleurs qu'ils sont conquérants, va être très mal vue par justement les membres de cette caste militaire japonaise, ces samouraïs, ces bushi, devrait-on dire plutôt, xénophobes, qui vont d'ailleurs faire une révolution au cri de Sonno Joi, vénérer l'empereur, expulser les barbares. Les barbares, c'est vous et moi, si vous voulez. Hein. Ce sont les Occidentaux. Et c'est ce qu'on appellera la révolution de Meiji. Mais comme on n'est jamais si bien trahi que par les siens, les acteurs de cette révolution de Meiji sont de jeunes samouraïs qui ont compris que si on veut résister à l'Occident, il faut l'imiter. Et en réalité, en fait d'expulser les barbares, ils vont en inviter des techniciens, des professeurs, des conseillers pour moderniser et unifier le Japon. Et ils vont essayer de faire pratiquement du Japon une puissance occidentale, qui va d'ailleurs tomber un peu dans les mêmes travers que les autres puissances occidentales, à savoir l'impérialisme conquérant. L'impérialisme conquérant aux dépens de qui? Aux dépens par exemple de la Corée, aux dépens de l'île jusque-là vassale de la Chine, de Taïwan, alias Formose, donc qui vont être conquises notamment lors d'une première guerre entre le Japon modernisé et la Chine, que le Japon va gagner en 1894-95, la guerre sino-japonaise. Et puis le Japon va s'enhardir parce qu'il y a un rival. Il y a un rival qui est attiré par qui veut à tout prix un débouché maritime, et qui est un rival énorme, gigantesque, c'est l'Empire russe, qui va de la Pologne à Vladivostok, mais qui n'arrive pas à déboucher sur les mers chaudes. Dans la mer Noire, il ne peut pas passer par le détroit du Bosphore, qui est interdit aux navires de guerre soviétiques. La mer Blanche, elle est gelée la moitié de l'année, etc. Et la Russie a des visées sur la Corée comme le Japon, et tout ceci va déboucher sur la guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui est un événement considérable, car les Russes seront vaincus à la suite d'une guerre qui préfigure les affrontements sanglants de 14-18, guerre moderne. Les Russes seront vaincus à Port-Arthur, qui était leur base au bout d'une péninsule de Liaotung, et sur terre, et ils seront également vaincus sur mer dans la plus écrasante défaite de l'histoire des guerres maritimes, aujourd'hui un peu oubliée, la bataille de Tsushima. Voilà. Dans la bataille de Tsushima, les 30 navires russes qui sont venus prêter renfort à leurs troupes depuis la Baltique, qui ont fait les malheureux tout le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, parce que les Anglais ont fermé le canal de Suez, qui remontent, etc., vont être, au cours d'une journée entière de bataille, totalement anéantis par la nouvelle marine japonaise de l'amiral Togo. Ça va se savoir dans le monde entier. Moi, j'ai hérité de mon grand-père les collections complètes de l'Illustration, qui était la grande magazine hebdomadaire illustré sous la Belle Époque. La première page, on voit l'amiral Togo au chevet de l'amiral russe Rodezhevensky, blessé et prisonnier par voie de conséquence. Et un contemporain pourra dire que l'écho de cette bataille se fera entendre jusque dans les forêts les plus reculées du Congo. Pourquoi ?
parce que c'est le premier échec du monde blanc, de l'homme blanc, de l'occidental. Et cela mettra fin au mythe de son invincibilité dont il avait fini par persuader les Asiatiques, les Africains, enfin les autres peuples, les autres races, si je puis me permettre de prononcer ce mot. Je ne le ferai plus. Bon. C'est un événement qui, pour son importance dans l'histoire mondiale, est comparable à la Révolution française. Le problème, c'est que tout ça va mettre le Japon en appétit. Il sera du bon côté, si j'ose dire, lors de la guerre 14-18, ce qui fait que si l'Allemagne perd les concessions, les possessions qu'elle avait en Chine, au lieu de les rendre à la Chine, à la malheureuse Chine qui est en proie à un certain nombre de troubles, à l'époque, on va les donner à la conférence de la paix, on va les donner au Japon, et le Japon va s'enivre de sa puissance, évidemment, de celle de son empereur, se dit qu'après tout, il pourrait peut-être placer les peuples asiatiques sous son autorité en les ravissant à l'Occident, et ceci va conduire à la confrontation d'abord avec la Chine, et guerre permanente à partir de 1937, et ensuite avec les États-Unis, l'attaque de Pearl Harbor, dont l'écho, quelques années plus tard, sera la bombe atomique sur Hiroshima et sur Nagasaki. Je ne voudrais pas être trop long, je voudrais quand même tirer quelques caractéristiques générales. On sait que le Japon s'est quand même très vite relevé. La Corée, occupée par les Japonais et colonisée par eux, a été la proie, après la Deuxième Guerre mondiale, d'un terrible affrontement entre la Corée du Nord, faisant partie du bloc communiste, qui avait agressé la Corée du Sud. Et elle s'est, enfin au moins le Sud en tout cas, s'est également très vite relevé. On voit qu'il y a dans ces sociétés d'Extrême-Orient un dynamisme particulier. Ce dynamisme n'est pas tellement celui du libéralisme économique à tout prix. Un industriel français que je connais, à une conférence duquel j'assistais, a pu dire que le but traditionnel de l'économie japonaise n'était pas la recherche du profit, mais au contraire le plein emploi. Autrefois, on restait toute sa vie dans l'entreprise, et ça n'était pas du tout perçu comme un système d'oppression. Au contraire, on jouissait d'une espèce de garantie de l'emploi comparable à celle dont jouissent les fonctionnaires français dans la fonction publique. Et ceci était apprécié parce que l'entreprise est considérée comme une famille. Ces sociétés confucéennes reposent toujours sur une notion hiérarchique, ce qui s'exprime dans le langage. Par exemple, en japonais, mais aussi dans d'autres langues, comme le chinois, qui n'ont pas de rapport entre elles, mais aussi même en indonésien, vous n'avez pas de nom pour dire frère ou pour dire sœur. Vous avez 4 mots. Un mot qui veut dire frère aîné, un mot qui veut dire frère cadet, un mot qui veut dire sœur aînée, un mot qui veut dire sœur cadette. Parce que le fait d'être l'aîné ou le cadet a une importance. De la même façon, ça commence à se savoir un petit peu en Occident. Il y a un certain nombre de films, y compris des films policiers, des films de yakuza, de gangsters, etc., qui ont popularisé cela. Mais la société japonaise fonctionne selon un échange, en quelque sorte, de devoirs, de dettes et de créances morales, ce qu'on appelle le giri, qui unit, par exemple, les cadets, les élèves à leurs professeurs. Il est certain, par exemple, que moi j'ai un giri envers celui qui était mon professeur, mon directeur de thèse, par exemple, quand j'étais au Japon, et que par conséquent, il peut m'envoyer des jeunes gens que moralement je suis tenu de recevoir, des étudiants qu'il me recommande, dont je suis tenu de faciliter évidemment la vie en France. Mais à partir du moment où je l'ai fait, j'ai à leur égard également une espèce de créance morale. Et ce système est extrêmement important et se traduit, encore une fois, dans les formes de politesse du langage. Le langage n'est pas le même, c'est la raison pour laquelle souvent les Japonais, la première chose qu'ils font, c'est d'échanger par exemple leurs cartes de visite qui permettent aussi de situer socialement les gens. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils vous posent, à peine vous ont-ils vu,
une question qui peut paraître dans l'étiquette, dans la politesse occidentale indiscrète, il vous demande quel est votre âge. Parce que, évidemment, l'âge a une importance certaine aussi dans ces relations de langage, dans ces relations dans l'étiquette et dans la courtoisie qui préside aux relations dans ces pays-là. Mao Tse-tung avait vu dans le confucianisme une idéologie réactionnaire, et d'une certaine façon, il n'avait pas tort. Il voulait accoucher de l'homme nouveau, produit de la révolution communiste. Et pour accoucher de l'homme nouveau, il fallait arracher les jeunes à leurs parents, les jeter contre leurs parents, contre leurs maîtres, contre leurs anciens, fussent-ils d'ailleurs les cadres du Parti communiste. Ça a été l'effroyable révolution culturelle qui a fait pratiquement 10 millions de morts. Moi, quand je suis allé à l'université, il y a une vingtaine d'années, l'université de Wuhan en Chine, la bibliothèque, il n'y avait pratiquement plus rien. Les gardes rouges y avaient mis le feu. J'ai vu des professeurs âgés qui avaient été défenestrés. Certains étaient morts. Ce que j'ai vu, c'était les survivants, bien sûr. Et on disait, tout ça s'est passé lors des années de troubles. Et le slogan de cette campagne de la révolution culturelle dans les années 68, bon, c'était Piling Pikong, critiquer Lin Piao. Alors Lin Piao, on savait qui c'était. C'était le chef d'État chinois, pratiquement. C'était celui qui avait été normalement le successeur de Mao, mais qui avait dû finalement s'enfuir, bon, critiquer Lin Piao, contre Lin Piao, puis contre Confucius. Alors les sinologues occidentaux se demandaient, mais qui se cache derrière Confucius? Cette campagne contre Confucius, elle est en fait dirigée contre qui? Contre quel dirigeant? Contre quel membre du bureau politique du Parti communiste chinois? Eh bien, la campagne contre Confucius, elle était dirigée contre Confucius, tout simplement. Parce que c'est Confucius qui fixe ces relations de respect, d'amitié entre de subordination, il faut bien le dire, de l'épouse envers son mari, du cadet envers son aîné, de l'élève envers son maître, etc. Et que ça constituait effectivement le corpus idéologique, sans même qu'ils s'en rendent compte, de la plupart des Chinois dans la société traditionnelle, et c'était un obstacle important à la révolution communiste. Eh bien, j'ai été très frappé par le fait que lorsque, il y a quelques années à peine, les Jeux Olympiques se sont déroulés à Pékin, il y a eu toute une représentation théâtrale, enfin un spectacle qui est donné à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, où l'on a réhabilité les lettrés confucéens. Alors que Mao Tse-tung lui-même, qui était un intellectuel au départ, hein, le Parti communiste chinois, et au départ, c'est 7 personnes qui se réunissent dans l'arrière-salle de la bibliothèque de l'université de Pékin. C'est pas des manœuvres, c'est pas des ouvriers. Bon, Mao Tse-tung lui-même avait écrit un grand article lors de la Révolution culturelle pour louer un fameux empereur chinois, le premier unificateur de la Chine, d'avoir fait enterrer vivants les lettrés confucéens et brûler leurs livres. Voilà. Et alors s'attirant d'ailleurs de Taïwan une riposte cinglante, en disant que c'était un acte de barbarie, etc. Et bien ce conflit de civilisation, on peut dire aujourd'hui que Confucius a gagné. On peut dire que Confucius a gagné, comme on peut dire qu'en Russie, le christianisme orthodoxe a gagné sur le bolchevisme, qui pourtant a éliminé, a fusillé des milliers de prêtres, de croyants, etc., les a déportés. Bon, ben, aujourd'hui, les choses sont différentes. Je vais, avant de conclure, vous dire quand même quels sont, à mon avis, un certain nombre de périls et d'espoirs que pour nous, Français, que l'on peut concevoir dans cette région, et auquel nous n'avons pas forcément toujours d'ailleurs les moyens de parer. J'ai parlé évidemment des problèmes du monde arabo-musulman très, très, très rapidement, et je n'y reviens pas. Je pense que les périls principaux dans cette zone, et qu'il ne faut pas négliger, c'est pas du tout, ça n'a jamais été le risque que l'Iran détienne l'arme atomique. Encore une fois, parce que l'Iran est un régime, alors je n'approuve pas nécessairement tout le régime iranien, ni les exactions qui ont été commises lors de la révolution islamique, etc., c'est autre chose, mais il y a en Iran une hiérarchie,
et des intérêts et un aspect, si j'ose dire, plus raisonnable qui fait que les Iraniens, à mon avis, n'ont jamais eu à supposer qu'ils aient pu se doter de la bombe, n'avaient jamais eu l'intention de l'utiliser contre qui que ce soit. En revanche, je serais moins affirmatif s'agissant du contentieux entre l'Inde et le Pakistan. Et le Pakistan, lui, le Pakistan qui est sunnite, qui est un régime islamique très dur, qui comprend des composantes très, très dures, qui ne sont contrées que soit par la bourgeoisie locale, richissime, hein, comme par exemple Madame Bhutto. Mais enfin, on a vu que l'assassinat permettait quand même de régler un certain nombre de problèmes, si j'ose dire. On prend ça évidemment au deuxième degré de conflit. C'est un pays violent, le Pakistan. C'est un pays violent. L'armée appuyée par les États-Unis d'Amérique est le seul verrou qui empêche la prise du pouvoir, à mon avis, par des islamistes radicaux. Or, c'est un pays auquel les Américains ont donné la bombe, pratiquement. Enfin, en tout cas, alors que c'est eux qui tiennent pratiquement l'armée et donc le régime à bout de bras, ils ont laissé ce pays se doter de l'arme nucléaire. C'est vrai, en réponse aussi à celle de l'Inde. Et moi, je crois, autant je n'ai jamais cru que les Iraniens pourraient se servir de l'arme atomique, autant je n'exclus pas qu'un jour, s'il y a un pouvoir extrémiste qui s'empare du gouvernement du Pakistan, il ne puisse, dans un accès d'hystérie ou de conflit, contre l'Inde, ennemi héréditaire en quelque sorte, que ce conflit ne puisse dégénérer et dégénérer en conflit atomique. Il y a un deuxième risque atomique, évidemment, dans la région, enfin dans l'Extrême-Orient. Alors pour le coup, c'est évidemment le régime complètement fou de la Corée du Nord. Alors il faut faire la part des rodomontades, mais le problème avec les rodomontades, c'est que l'on est souvent entraîné par ces rodomontades. Et on ne sait pas dans quelle mesure les dirigeants de ce pays sont-ils conscients des réalités, en sont-ils complètement coupés? On ne sait pas. On peut dire que dans la région, et notamment par exemple au Japon, c'est maintenant une crainte permanente, et c'est une crainte très sérieuse. Car n'oublions pas quand même que le communisme subsiste. Il subsiste en Corée du Nord avec le régime de Kim Jong-il, il subsiste en Chine, ce qui fait de ce pays quelquefois le paradis du capitalisme le plus cynique, puisque les ouvriers ils sont payés avec des lance-pierres, n'ont peu de pension ou pas de pension de retraite, de sécurité sociale, et qu'en plus ils n'ont pas guère la faculté de manifester pour demander une amélioration de leur sort. C'est assez paradoxal, mais c'est ainsi. Il subsiste également au Vietnam et au Laos. On l'a un peu oublié. Moi, j'ai vécu, comme les gens de ma génération, l'effondrement, l'abandon du Sud-Vietnam qui a résisté pendant des années et qui a finalement été conquis brutalement par la force, par le Nord-Vietnam, où je crois qu'aujourd'hui la dictature est tempérée par la corruption, mais je ne sais pas si on peut tellement s'en féliciter. D'autres sujets d'inquiétude sont évidemment les contentieux territoriaux, qui sont en réalité des contentieux sur la possession des îles. Ce n'est plus tellement les frontières, mais ce sont les îles. Par exemple, il y a un contentieux qui est né, qui a ressurgi récemment à propos d'îles tout à fait au sud du Japon, entre le Japon et Taïwan, les îles que les Japonais appellent Senkaku et que les Chinois appellent Diaoyu. Alors le problème, c'est que ce genre de contentieux, en fait, ça n'en vaut absolument pas la peine. J'allais dire, ça vaut vraiment pas la peine de se battre pour ça, mais est-ce qu'il fallait faire tuer tellement d'Occidentaux à cause de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 14? On peut aussi se poser la question. Il y a quelquefois des prétextes ou des buts de guerre qui apparaissent dérisoires au regard des ravages qui ont été causés. Et le danger de cette affaire, chacun sait très bien jusqu'où il peut aller trop loin, mais c'est que personne ne veut perdre la face, et surtout pas les Chinois, qui ont toujours conservé une dent contre les Japonais, lesquels, il faut bien le dire, se sont très mal conduits à leur égard dans les années 30. Bon,
Et quand on est dans un domaine maritime, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par exemple, il y a un pays dont les pêcheurs pêchent dans la zone maritime de l'îlot contesté. L'autre pays envoie un garde-côte pour les arraisonner. Le pays dont les pêcheurs relèvent va envoyer une frégate pour dissuader le garde-côte. Et puis, à la fin, ça peut péter. C'est arrivé que ces incidents puissent dégénérer. C'est plus grave que d'autres contentieux territoriaux. Par exemple, au nord du Japon, il y a une partie des îles Kuriles que les Japonais appellent les territoires du Nord, qui sont occupés par les Russes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et que les Russes devraient rendre aux Japonais, mais ils ne le rendent pas. C'est un problème, mais ce n'est pas un problème qui, à mon avis, risque de dégénérer. Tandis que le contentieux sino-japonais, j'en serais beaucoup moins sûr. Il y a aussi les prétentions impérialistes, il faut bien le dire, de la Chine, qui sont des prétentions traditionnelles sur ce qu'on appelle la mer de Chine. Sauf que la mer de Chine, pour les Chinois, ça va jusqu'au rivage de Bornéo. Traditionnellement, pour eux, tout ça, c'était depuis des temps immémoriaux un espace maritime dans lequel ils avaient affirmé leur souveraineté. Et ils ont bien l'intention de recommencer. Et puis, parmi ces prétentions, parmi ces sujets, il y a la question de Taïwan. Taïwan, territoire chinois, peuplé par une population en réalité minoritaire. Ce ne sont pas des gens... la majorité de la population de Taïwan ne parle pas enfin parle une autre langue, enfin différente que le mandarin, qui a été le refuge des 3 millions d'hommes, de femmes, de familles de l'armée de Chiang Kai-shek quand elle a été vaincue par les communistes, et qui est en proie à 2 forces politiques. Paradoxalement, les anticommunistes du Kuomintang, ils sont chinois. Et eux, ils sont au moins d'accord avec Pékin sur le fait qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan veut en faire partie. Mais tout récemment, on a vu, avec les dernières élections à Taïwan, qu'il y a un courant, un peu, excusez-moi, comme en Corse, quoi, bon, un courant indépendantiste taïwanais qui se manifeste, qui dit, après tout, on n'en a rien à faire de savoir que Pékin reste Pékin, puis nous soyons indépendants. Sauf que pour Pékin tolère la situation à Taïwan, mais une déclaration d'indépendance, de rupture de Taïwan avec la Chine, serait pratiquement un casus belli. Enfin, le dernier péril, c'est évidemment le réveil de l'islamisme radical en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, dans l'isthme de Kra, au sud de la Thaïlande. Vous voyez, l'isthme de Kra, c'est cette espèce de... Voilà, c'est ça. Au sud, la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie, elle est à peu près à ce niveau-là. Et bien, dans cette zone-ci, il y a une population, principalement d'ailleurs malaise, ou de taille islamisée, avec une guérilla, de la même façon qu'il y a également une guérilla aux Philippines, dans l'île de Mindanao, qui est peuplée également de musulmans. Une menace plus subtile, en quelque sorte, c'est la destruction des cultures traditionnelles par le mondialisme et par le nivellement qui l'occasionne. Et l'asservissement, je ne dirais pas à la culture américaine, parce qu'il y a une culture américaine, moi je crois, mais à la sous-culture qui va de pair, et puis l'asservissement politique consenti. Les Japonais qui ont été extraordinairement belliqueux, qui se sont battus jusqu'au bout, à partir du moment où l'empereur avait donné l'ordre de capituler, ils ont été les plus dociles du monde, il n'y a pas eu de mouvement de résistance ni quoi que ce soit, et puis ils ont en quelque sorte utilisé le mouvement de l'adversaire. Ils ont dit aux Américains qui, dans le cadre de leur politique de containment, voulaient contenir la poussée communiste et voulaient que le Japon réarme. Ils ont dit, ah ben non, vous êtes bien gentils, mais vous nous avez dit que c'était très vilain d'avoir une armée, voilà, donc d'avoir recours à la guerre. Donc nous sommes devenus pacifiques. Et par ce moyen-là, pendant 50 ans, le Japon a fait payer sa sécurité par son vainqueur. Ce qui évidemment leur a donné quand même une certaine forme d'avantage dans la compétition économique dans laquelle il s'est désormais investi.
Je crois, en ce qui me concerne, qu'il y a des possibilités de coopération avec beaucoup de ces pays de par le monde. Nous avons, par exemple, si je prends le cas du Japon que je connais bien, nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes des pays de vieille civilisation, nous sommes des pays qui avons eu un rôle extrêmement important, qui est aujourd'hui contesté. Nous avons subi une certaine restriction de notre influence, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous sommes frappés, nous sommes menacés par la dénatalité, par le matérialisme, par l'asservissement à d'autres puissances que la nôtre. Sur le plan économique, par les délocalisations, qui sont une espèce de fuite en avant consistant à transférer notre potentiel industriel chez des concurrents, mais à aggraver chez nous les problèmes sociaux, le chômage, etc. Eh bien, je crois que l'union de ces pays d'antique civilisation, puissance moyenne, que sont aujourd'hui l'Iran, l'Inde, le Japon, la Chine, l'Inde et le Japon étant des démocraties de surcroît, eh bien, pourrait nous donner des possibilités, nous redonner des possibilités d'action, même de leadership peut-être, sur la scène internationale. Alors, ma conclusion, j'ai été très long, veuillez m'en excuser, je dirais en quelques mots, gardons ce trésor de la civilisation européenne qui est le règne du droit, du vrai droit, pas du droit tel qu'on le vote aujourd'hui à Bruxelles, hein, mais du droit romain, de ce droit qui est fondé sur l'accord, notamment des volontés, ce qui est un concept typiquement occidental. Tout le droit contractuel et par conséquent le droit des traités, etc., nous vient du droit romain, alors que les Asiatiques ont du droit, essentiellement la conception c'est le droit pénal, c'est fait pour sévir, c'est fait pour imposer l'autorité de l'État. Nous avons cette tradition juridique et qui va jusqu'au droit des gens ne voulant pas dire les personnes, mais les peuples. C'est-à-dire que nous avons inventé le concept de droit international de liberté et d'égalité des nations, qui, comme je l'ai montré, n'est pas le fond des conceptions chinoises, ni évidemment des conceptions musulmanes. C'est le mythe du califat que nous voyons revenir de façon brutale, évidemment, à la surface aujourd'hui, qui prévaut dans ces pays. Nous sommes, disais-je tout à l'heure, une petite péninsule à l'extrémité de l'énorme continent asiatique, mais nous avons inventé ce concept de liberté et d'égalité des nations qu'il nous faut conserver. En revanche, il faut nous garder d'un certain nombre de facteurs de faiblesse de notre civilisation, qui sont ce que Solzhenitsyn, dans sa lettre aux Américains, qu'il faudrait relire aujourd'hui, le grand auteur russe Solzhenitsyn, adversaire du communisme, mais se méfiait des excès du libéralisme, et notamment de ce qu'il a appelé l'excès de l'individualisme juridique, précisément, c'est-à-dire de la revendication des droits qui précède de plus en plus chez nous la reconnaissance des devoirs, et avec un certain nombre de conséquences de fragilisation indiscutable de notre société, ce qui fait la force des sociétés comme la société chinoise d'aujourd'hui, la société japonaise, qui est restée quand même remarquablement cohérente, c'est que c'est une société qui est unie dans la reconnaissance des devoirs mutuels. La reconnaissance des devoirs mutuels, ça veut dire par exemple qu'au Japon, le taux de criminalité, il est 12 fois ou 15 fois inférieur au nôtre. Voilà, le taux de délinquance. Gardons-nous donc de cette hypertrophie de la revendication des droits qui ne sont accompagnés d'aucun devoir. Allions-nous aux pays qui sont comme nous d'antique tradition et désireux de ne pas voir se dissoudre leur identité dans un monde purement marchand. Et je terminerai en complétant la citation de Kipling, que l'on cite très souvent quand on aborde les questions des civilisations de l'Orient, qui disait donc que l'Est était l'Est et l'Ouest est l'Ouest, et que les deux ne se rencontreraient jamais. Oui, en tant que bloc, en tant que groupe, etc., peut-être, mais avec mon mauvais anglais, je me suis rendu compte, aujourd'hui d'ailleurs, de la fin du poème, but there is neither east nor west border, nor breed nor birth, when two strong men stand face to face. J'écris mal. They come and come from the end of the earth. Donc je traduis, mais il n'y a ni est, ni ouest, ni frontière, lignage ou naissance, quand deux hommes
se tiennent, se regardent en face, même s'ils viennent du bout du monde. Voilà. Donc je crois qu'il y a ces possibilités d'entente, de compréhension mutuelle dans ces mondes qui nous sont assez étrangers, mais qui devraient nous être beaucoup plus proches. Voilà. Merci beaucoup.